Les violences sexuelles sont certainement parmi les traumatismes les plus douloureux dont peuvent être victimes les êtres humains. Je me rappelle lorsque j'étais en service à l'hôpital régional de Bafoussam, nous sommes à l'ouest du Cameroun, j'avais reçu une maman qui était venue en consultation avec sa fille de 3 ans. Cette dernière avait été victime de violences sexuelles causées par son oncle qui avait plus de 50 ans. Vous vous imaginez la scène? Quand j'y pense aujourd'hui, c'est triste. C'est triste. Ça veut dire, vous êtes en consultation. Vous recevez une maman qui arrive en pleurant. Elle a sa fille qui est couchée, qui saigne. Vous examinez sa fille et vous vous rendez compte qu'elle a été violée. Parce que, pour que vous puissiez réaliser à quel point ce traumatisme est incroyable et brutal, c'est parce que la prise en charge est très complexe dans ce style de cas. La prise en charge d'abord, dans un premier temps, elle est pluridisciplinaire. Il faut d'abord évaluer les dommages sur le plan physique. Oui, parce que avant que la violence sexuelle ne survienne, il y a d'abord de la brutalité, il y a de la force. Vous voyez une petite fille qui a des plaies. Vous voyez une petite fille dont le vagin est traumatisé physiquement. Donc il y a des dommages physiques. Au-delà des dommages physiques, il y a beaucoup d'autres dommages sur le plan biologique, notamment des infections. Il faudrait pouvoir examiner, il faut faire des examens. Et des dommages sur le plan psychologique. Oui, parce que cet enfant va porter ce traumatisme à vie. Cet enfant doit être consulté par des pédopsychologues, c'est-à-dire des psychologues spécialisés pour tout ce qui est problème psychologique chez l'enfant. Sa maman doit être consultée par un psychologue. La consultation doit même se passer dans toute la famille parce que cela aura un impact dans toute sa famille. Au-delà de cet aspect, il y a l'aspect purement spirituel parce que ce traumatisme a un impact spirituel aussi sur l'enfant ainsi que dans sa famille. Ce traumatisme aura un impact à long terme au niveau de la sexualité de l'enfant. Parce que plus tard, cela pourrait entraîner des traumatismes ou alors des modifications au niveau de la sexualité de l'enfant, notamment des troubles du désir, des troubles du plaisir et des troubles de manière globale en ce qui concerne sa sexualité. On pourra se retrouver avec une fille qui ne ressent plus aucun plaisir sur le plan sexuel ou alors qui rejette les hommes ou alors qui n'arrive pas à faire confiance à nouveau à un homme sur le plan de son intimité à cause de ce traumatisme. C'est très grave. Un traumatisme sexuel est très grave. Qu'il s'agisse d'un traumatisme opéré chez un homme ou chez une femme. Actuellement sur Internet, nous avons l'actualité avec un présumé prédateur sexuel nommé Bobda. Je préfère avoir la précaution d'utiliser l'expression présumé parce que jusqu'à présent, il s'agit uniquement des accusations. La plupart des fois anonymes. Et nous sommes dans un état de droit, même si parfois certains faits et certaines situations nous poussent à penser que ce n'est pas le cas. Mais nous ne sommes pas encore dans un état de nature où chacun se rend justice lui-même. Nous sommes dans un état de droit et il faudrait une procédure judiciaire qui arrive à son terme pour que je puisse enlever l'expression présumée
et parler maintenant de prédateurs sexuels ou de criminels. Parce qu'en réalité, un traumatisme sexuel, c'est une forme de crime. Parce que pour la fille de 3 ans, je n'ai pas dit que dans la prise en charge, il faudra aussi un aspect purement judiciaire. Parce qu'il faudrait que son oncle en question puisse payer et réparer tous ces dommages. Et c'est une procédure qui peut prendre du temps. Et dans cette procédure, ça entraîne encore de la peine et de la douleur. Parce que chaque fois que la procédure prend du temps, c'est encore comme si on prenait le couteau et on tournait dans la plaie. C'est à vie. Donc, on ne peut pas pardonner quelqu'un qui est auteur de crimes sexuels, surtout sur plusieurs personnes. On ne peut pas le faire. Dans une société normale, on ne peut pas pardonner cela. Donc, lorsque j'ai vu des témoignages en ce qui concerne cette situation, la plupart des fois des témoignages anonymes, comme je le disais, cela m'a forcément interpellé. Déjà, en tant que médecin, parce que toutes ces personnes doivent bénéficier d'un suivi sur le plan psychologique, sur le plan médical, sur le plan judiciaire. Mais au-delà de cela, ça m'a aussi interpellé en ce qui concerne le rôle des lanceurs d'alerte dans une société. Toute société doit avoir des lanceurs d'alerte. Ils jouent un rôle fondamental. Il y a plusieurs faits graves qui ont été révélés dans plusieurs pays, dans plusieurs sociétés, grâce aux lanceurs d'alerte. Donc moi, je salue le travail des lanceurs d'alerte dans notre pays, parce que la plupart des fois, ces personnes qui ont un certain courage nous permettent de toucher du doigt certaines réalités et parfois sont un peu comme la voix des sans-voix. Et on a besoin des personnes qui sont des porte-paroles de ceux qui n'ont pas le courage de parler et qui n'ont pas le courage de pouvoir exprimer leur frustration. Donc les lanceurs d'alerte jouent un rôle fondamental dans notre société. Oui, on peut mener le débat sur la manipulation des lanceurs d'alerte, sur les dénonciations calomnieuses, sur la diffamation. Moi-même, j'en ai été victime plusieurs fois. Combien de fois on m'a diffamé? Combien de fois on a raconté des choses sur ma personne qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas fondées? Mais c'est le game. On ne pleure pas. J'ai assumé, j'ai été victime de tellement de choses, mais ça n'enlève pas le rôle important que jouent les lanceurs d'alerte dans une société. Et ici, pour ce cas spécifique, j'ai rédigé un texte d'ailleurs qui est présent sur ma page où je disais qu'il faut aller au-delà de la dénonciation. Parce que une dénonciation qui ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à son terme, est beaucoup plus dangereuse. Est beaucoup plus dangereuse. Et dans ce texte dont j'expliquais cela, je vous invite à lire. Je vais mettre le lien du texte en description et en commentaire pour que vous puissiez lire le texte en question. Et pourquoi est-ce que je le disais? Je le disais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la suivante. Lorsque vous effectuez des dénonciations sur Internet, ça veut dire, par exemple, on a le cas Bobda. Actuellement, j'ai déjà lu près de 50 témoignages. C'est énorme. Ça veut dire 50 personnes qui racontent une histoire concernant ce monsieur présumé coupable. Et ce sont des histoires qui font froid dans le dos. Personne qui n'est doté d'une certaine humanité ne peut lire cela et rester sans rien faire. Moi, je ne peux pas rester sans rien faire et sans rien dire face à une situation pareille. C'est pour ça que j'ai décidé de donner mon point de vue. Lorsqu'on a déjà plus de 50 témoignages, cela doit pouvoir nous interpeller. Sauf que, en Occident, le fonctionnement des lanceurs d'alerte est totalement différent du fonctionnement en Afrique. Parce qu'en Occident, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, nous avons des lanceurs d'alerte qui vont dénoncer ce genre de faits. Nous avons le présumé coupable Bobda qui aurait causé du tort et été à l'origine de plusieurs violences sexuelles perpétrées sur plus de 50 personnes. D'accord, ça c'est le rôle du lanceur d'alerte. Il alerte, il donne l'information, il sensibilise, il dénonce. Sauf que dans les sociétés occidentales, comment est-ce que cela se passe? Il y a la société civile d'une autre part, qui peut être structurée sous forme d'ONG, sous forme d'association ou sous toute autre forme. Ça peut même être des personnes physiques
qui décide de prendre dans le dossier en main et de continuer la procédure, parce que la procédure doit continuer. On doit enlever le terme présumé et savoir si la personne est réellement coupable ou pas et réparer les dommages créés. Et faire en sorte que cela ne puisse plus se produire, c'est-à-dire prévenir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et dans ces sociétés en général, la société civile parfois est financée en partie par l'État. D'une autre partie, la société civile est parfois financée aussi par des entreprises qui, dans leur responsabilité sociale d'entreprise, ce qu'on appelle la RSE, mettent à la disposition de certaines associations, de certaines ONG qui militent pour les droits, par exemple, de ce type de personnes victimes de violences et qui financent dans ce type d'association. C'est vrai que cela leur donne aussi des avantages en ce qui concerne des rabattements sur le plan fiscal, mais de toutes les manières, ça permet de financer ces différentes associations, cette société civile. Ces sociétés civiles parfois sont aussi financées par des anciennes victimes. Ça veut dire on a par exemple une femme ou un homme qui a été victime de ce type de violence-là et qui se dit il ne faudrait plus que ultérieurement on ait des personnes qui soient victimes de cela. Donc ils financent aussi ce type d'organisation. Le financement a un rôle fondamental. Ça veut dire que l'argent va permettre de mener les procédures. Parce que vous imaginez, lorsqu'on a déjà près de 50 personnes qui disent avoir été victimes directement ou indirectement d'un présumé criminel sur le plan sexuel, ça veut dire qu'il faut ouvrir une enquête, ça demande de l'argent. Il faut des avocats, ça demande de l'argent. Il faut porter plainte, ça demande de l'argent. Il faut faire des auditions, il faut mener des enquêtes, ça demande de l'argent. Ensuite, il faut activer du lobbying parce que il ne suffit pas seulement de faire l'enquête comme ça, de déposer plainte et de continuer normalement, non. Il faut du lobbying, il faut de l'influence. Il faut des personnes influentes qui vont intervenir. Il faut des personnes qui sont capables de témoigner à visage découvert. Vous ne pouvez pas témoigner seulement de manière anonyme. Ce n'est pas crédible. Et tout ça demande de l'argent. Il faut donc financer cela. Donc ces organisations et ces associations sont donc financées de manière très abondante, non seulement par leurs membres, par des anciennes victimes, par des entreprises, par l'État, par des mécènes et même parfois par des levées de fonds. Ça veut dire que parfois on organise des levées de fonds où il y a des personnes qui sont sensibles par rapport à cette cause et qui mettent de l'argent pour que la procédure continue. Parce que lorsqu'on s'arrête sur la dénonciation, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ça permet à ceux qui sont en train de pratiquer ce type de crime actuellement d'être beaucoup plus prudents, c'est-à-dire ça aggrave le problème. Parce que quand tu dénonces un problème, et qu'on ne suit pas la procédure jusqu'à son terme pour punir définitivement les victimes et ainsi dissuader ceux qui sont à l'origine de ce type de crime, ça pousse déjà ceux qui pratiquent ce genre de crime à être plus discrets, à prendre plus de mesures pour ne pas se faire découvrir et donc ça les rend beaucoup plus dangereux. Ça pousse ceux qu'on a dénoncés à pouvoir peut-être s'enfuir ou alors à prendre des mesures pour pouvoir peut-être changer de ville, changer de pays ou aller sévir ailleurs. Donc du coup, si la dénonciation ne se suit pas d'un certain nombre de choses après, ça reste quelque chose de très grave et ce sera tout simplement un éternel recommencement. On aura une nouvelle actualité, on aura un nouveau drame, on va parler d'autres choses et ce problème va rester en suspens. Et ces victimes vont subir doublement leur drame et les prédateurs vont être encore plus violents et plus subtils parce qu'ils auront appris des erreurs des autres prédateurs qu'on a dénoncés. Maintenant, je vais aussi analyser sur un autre aspect. En général, ce type de prédateurs présumés dans l'histoire peuvent découler de plusieurs aspects ou alors de plusieurs causes. On peut avoir des psychopathes, ça veut dire que ce sont des personnes qui souffrent de maladies mentales, qui causent ce type de dommages. On peut avoir des personnes qui le font pour des rites, tout simplement. Ça veut dire que voilà, on fait des rites, on est dans des cercles ésotériques, on est dans des organisations dans lesquelles on nous oblige de faire ce genre de choses. Ou alors, il peut s'agir des missions, parce que ne l'oublions pas, il peut s'agir des missions, on cible des personnes, c'est une forme de mafia. On dit, ok, il y a tel qui nous a causé tel dommage, il faut qu'on cible sa fille, il faut qu'on cible son enfant, il faut qu'on cible par exemple tel pour servir de leçon à tel autre, et ainsi de suite. Donc, il faut analyser cela sur plusieurs aspects.
Ce n'est pas seulement qu'on a un prédateur sexuel qui est un détraqué, non. Parfois, ce sont des stratégies criminelles organisées qui parfois viennent de très haut. Donc, il faut être suffisamment préparé pour pouvoir suivre ce type de procédure et ça demande beaucoup d'argent. Revenons maintenant au Cameroun. Le problème au Cameroun, c'est que lorsqu'on dénonce, en général, on s'arrête. Ça veut dire qu'on a dénoncé, on a fini de communiquer sur le fait que tel a commis tel type de gaffe, mais après on s'arrête. Ça veut dire qu'il n'y a pas un suivi et ça s'explique. Parce que qui va financer le suivi? Il faut de l'argent. Qui va se mouiller? Parce que lorsque vous témoignez en anonyme, qui va utiliser son identité? Quelqu'un de connu, quelqu'un de populaire qui va venir se mouiller pour vous, alors qu'après vous pouvez aller vous entendre, on peut vous dédommager et cette personne reste victime de cette oligarchie mise en place brutale qui peut le détruire. C'est aussi parfois très compliqué. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de personnes qui vont prendre position dans ce type de cas, surtout lorsque les victimes décident de rester anonymes. Après, je peux comprendre. Vous allez me dire, non, si la victime décide de dévoiler son identité, elle se met en danger. Mais imaginez-vous, si vous dites que la victime se met en danger, combien de fois celui qui est connu, dont on connaît où il habite, on connaît quelles sont ses activités, si lui décide donc de prendre position sans avoir tous les éléments, sans avoir un lobbying puissant, lui alors il se met doublement en danger. Parce que toi qui t'appelles Lyon 24, qui vient en commentaire, qui dit oui vraiment il y a eu telle chose qui s'est produite. Mais toi tu t'appelles Lyon 24, toi tu vis à l'extérieur du Cameroun, toi tu es en sécurité, tu travailles avec un VPN, tu as eu à prendre des mesures de sécurité pour qu'on ne sache pas de qui il s'agit. Mais quelqu'un d'autre qui le fait à son nom propre, il se met plus en danger en réalité parce qu'en face, si vous vous imaginez, parce que lorsqu'on prend le cas de figure en question, on parle de quelqu'un qui serait armé. On parle de quelqu'un qui aurait une garde rapprochée. On parle de quelqu'un qui travaillerait avec l'armée, avec quelqu'un qui aurait donc certainement un lobbying très puissant. Donc, tu ne vas pas te lever comme ça et l'attaquer n'importe comment. Où est la société civile au Cameroun? Est-ce qu'il y a des personnes réellement qui se disent ce type de cas, on doit pouvoir s'y intéresser? Mais le problème encore, il est beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, ce n'est pas une activité rentable. Comment est-ce qu'un avocat va décider de prendre ce dossier et de le défendre alors que lui-même il a des difficultés à pouvoir joindre les deux bouts chaque fin du mois? Parce que ça demande de pouvoir financer énormément. Qui va financer? En sachant qu'il ne va rien gagner à la fin. Parce que vous n'allez rien gagner. Ce ne sont pas les victimes qui vont vous payer. Pourquoi est-ce qu'un procureur qui a déjà une pile de dossiers sur sa table va se balader sur Internet, voir comment on est en train de dénoncer quelqu'un et dit que ce dossier-ci, je vais pouvoir instruire une enquête et commencer à suivre? Qui va financer l'enquête en question? Parce que si vous dites que le procureur doit pouvoir juste voir les dénonciations en ligne et lancer une enquête, mais ça veut donc dire que le procureur doit commencer à mener des investigations. Ça demande du temps, ça demande de l'argent. Ça veut dire qu'en plus des dossiers qu'il a déjà, il doit encore prendre 50 victimes présumées, les écouter, mener des enquêtes, rechercher des preuves, avoir des faits. Ça demande de l'argent. Le procureur ne peut pas le faire s'il n'y a pas une organisation derrière qui finance tout ce qui permet de pouvoir mener une procédure judiciaire conforme. Certaines personnes vont se positionner pour aussi avoir des vues et commencer à en parler, commencer à dire on va se mobiliser et tout, mais il ne faut pas être superficiel. Qui finance cela? Moi par exemple, je peux offrir, et je le dis, s'il y a une victime qui souhaiterait bénéficier d'une consultation psychologique par exemple, ou médicale, moi j'offre cela gratuitement à toutes les victimes. Moi je suis médecin, j'ai un cabinet qui s'appelle Médecin 2.0, nous avons des psychologues, nous avons des spécialistes qui peuvent consulter les victimes. Moi je l'offre gratuitement à toutes les victimes. Nous avons un cabinet qui est situé à la nouvelle route Bastos à Yaoundé et on peut même le faire en ligne de manière anonyme. Ça veut dire que si les victimes ont peur de venir et être peut-être identifiées, on peut le faire de manière anonyme. Je vais laisser un numéro de téléphone en commentaire. S'il y a une victime qui aimerait bénéficier d'une consultation avec un psychologue, avec un médecin, même de façon anonyme, moi je l'offre gratuitement. Mais il faudrait que d'autres personnes puissent aussi offrir peut-être leur expertise. Il faudrait que des avocats puissent se mouiller, il faudrait que des personnes puissent financer ce type d'activité. Sinon, en fait, on va rester dans la dénonciation qui finalement va juste aggraver le problème. On va dénoncer. Après 1 mois, 2 mois, peut-être,
dans quelques jours, les Lions vont gagner un match. On va jubiler, on va commencer à parler du match. Et ce sera terminé, on va passer à une autre actualité. Et les victimes alors? Sur le plan psychologique, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan médical, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan judiciaire, qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne peut pas juste dénoncer et rester comme ça, ne rien faire de plus. Surtout qu'on n'a pas les faits. Parce que les gens pourraient maintenant commencer à utiliser cela pour faire de la cybercriminalité. Qu'est-ce que j'entends par cybercriminalité? Ça veut dire qu'on va identifier peut-être quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qu'on n'apprécie pas, peut-être un concurrent sur le plan politique, sur le plan économique, et on va dire ok, on va monter un coup contre lui et commencer à dénoncer de manière calomnieuse la personne, faire de la diffamation et laisser cette personne à la vindicte populaire parce qu'on saura que ok, on a terni son image et puis c'est bon, c'est terminé. Non, il faudrait qu'on puisse mener des procédures approfondies pour savoir est-ce que c'est vraiment lui le coupable, est-ce que ce n'est pas un coup monté aussi, parce que c'est possible. Et si c'est un coup monté, on doit punir les auteurs. Mais sauf que dans notre société, je peux comprendre, il y a la famine, il y a la misère, il y a le chômage et on revient donc à un problème macro. On revient à un problème macro parce qu'au final, si quelqu'un souffre, si quelqu'un n'a pas de quoi manger, quelqu'un n'a pas un emploi décent, comment est-ce qu'il va faire pour mener ce type de procédure? Comment est-ce qu'il fait? Il prend l'argent où? Et je vais terminer en disant que parfois lorsqu'on a un cas pareil, c'est préférable de mener des enquêtes, d'avoir tous les faits et de directement, au besoin, saisir la personne au lieu de dénoncer. Parce que la dénonciation a aussi quelque chose de dangereux, c'est que lorsque vous dénoncez déjà, vous alertez. Et quand vous alertez, vous poussez les gens à être plus malins. Et s'ils sont plus malins, ça veut dire qu'ils vont causer plus de crimes. Ils vont causer plus de drames. Et ce sera encore plus dramatique pour tout le monde. Donc moi, je voudrais terminer cette vidéo en témoignant toute ma compassion envers les victimes et en apportant mon soutien. Nous pouvons consulter les victimes dans notre cabinet Médecin 2.0. Nous pouvons le faire en ligne de manière anonyme pour toutes les personnes qui souhaiteraient bénéficier d'un soutien psychologique avec nos psychologues. Et c'est valable pour toute personne qui a déjà été victime de violences sexuelles ou de toute autre forme de violence. Parfois parler, parfois extérioriser vous permet de vous libérer. Ne gardez pas ça en vous parce que ça va vous détruire. Parce que votre cerveau enregistre tout. Ça ne peut pas disparaître comme ça spontanément. Il y a des thérapies qui peuvent vous permettre de pouvoir vivre autrement au-delà de ces différents drames dont vous avez été victime. Je témoigne vraiment toute ma compassion. Je vais laisser un numéro de téléphone en commentaire avec les adresses pour toutes les personnes qui aimeraient bénéficier de ce suivi médical et psychologique. Il sera totalement gratuit. Il sera anonyme pour les personnes qui veulent rester anonymes. Et si vous voulez venir dans notre cabinet, nous sommes situés à la nouvelle route Bastos à Yaoundé, immeuble White Building, 3e étage. Vous venez sur place et vous allez bénéficier d'une consultation. Je voudrais donc terminer en disant, il faudrait qu'on puisse dans notre société aller au-delà de la dénonciation. Parce que si on ne va pas au-delà, dans 2 jours, dans 5 jours, dans 2 semaines, on parlera d'autres choses et les criminels vont continuer de perpétrer leurs crimes et les victimes vont toujours pleurer et le problème ne sera jamais résolu. Peace.